Alors, encore une fois, on va s'intéresser à l'humain et on va voir aujourd'hui un manager en entreprise, c'est quoi les attentes? Qu'est-ce qu'on s'attend d'un manager dans une entreprise? Et puis, c'est quoi le rôle à jouer aujourd'hui d'un manager? Alors, le manager, il est essentiellement recruté en entreprise aujourd'hui pour atteindre des objectifs bien précis. Sauf qu'aujourd'hui, le manager, il ne peut pas les atteindre à lui seul. Il lui faut ce qu'on appelle une équipe, une team, ou un ensemble de collaborateurs avec lequel il va acter. Et donc, du moment où vous avez ces deux aléas, donc le premier, c'est le manager, le deuxième, c'est le collaborateur, et encore une fois, on parle de l'humain, plus vous en augmentez le nombre de l'humain, plus l'aléa de l'erreur se développe et augmente. Contrairement à ce qu'on pense, si vous mettez plusieurs verrous à travers plusieurs personnes, c'est là où vous allez commettre le plus d'erreurs. Si vous pensez de faire la police de la police, encore une fois, c'est là où vous allez donner le droit et l'opportunité à l'erreur encore plus. Donc, le manager aujourd'hui, il doit se doter d'outils de travail. Alors, la première chose à faire, donc, c'est que ce manager en question, il doit gagner ce qu'on appelle le CC, ce qu'on appelle le capital confiance. Alors, c'est quoi le CC? C'est quoi le capital confiance? Le capital confiance, c'est un index international. Il a vu le jour il y a quelques années de cela. Avant, on ne s'intéressait pas à cet index, mais c'est un index de mesure qui va permettre en fait d'identifier le niveau de confiance entre collaborateurs et managers. Donc, s'il vous plaît, essayez de mettre vos micros en mute, à moins que vous avez une intervention à faire. Alors, le capital confiance, c'est un signe très puissant pour montrer en fait à l'ensemble des équipes que le management est là pour vous, pour eux et non pas eux pour eux. Okay. Donc, il y a une question là ou... Bon. Donc, encore une fois, le capital confiance, j'ai dit, c'est le point de départ. Si vous souhaitez faire du people management, en l'occurrence gérer des équipes, ben, il va falloir automatiquement gagner la confiance de ces équipes-là. Comme je l'ai dit en introduction, l'humain, il est imprévisible. Rajoutez à cela, aujourd'hui, 95% des managers locaux tunisiens n'ont pas fait d'études ou n'ont pas fait d'école de management. C'est des gens qui ont une fibre technique à la base, que ce soit informatique, gestionnaire ou autre. Et donc, ce sont des gens qui se sont convertis pour la gestion de l'humain. Et on a vu vraiment des cas, parce que je suis en fait consultant senior en entreprise, et je vois régulièrement des exemples de cas réels de managers qui sont très bons techniquement, mais vraiment excellents. Hein. Il n'y a pas photo, il n'y a rien à dire. Mais dès qu'ils ont une équipe en charge, les choses se compliquent et les problèmes commencent à émaner. Et donc, on va beau former les gens, on va beau leur dire ce qu'ils doivent faire, mais sans le facteur CC, sans ce petit mot-là qui existe dans l'écran, ils ne peuvent rien faire, mais absolument rien faire. Alors l'idée, c'est que le capital confiance, il vous faut beaucoup de temps pour l'acquérir, pour acquérir la confiance de vos collaborateurs et de vos peers. Mais il vous faut peu de temps pour le perdre. C'est une équation qui se développe, mais elle s'interrompt à certains moments. Et dès que vous perdez le capital confiance, il vous faut le double du temps pour regagner la confiance de vos collaborateurs. Sauf qu'aujourd'hui, en entreprise, on n'a pas le luxe du temps. En entreprise, quand on vous donne des objectifs à atteindre, c'est presque pratiquement du day-to-day. C'est tout doux, tout doux. Généralement, c'est ça. Et donc, faites attention, s'il vous plaît, à ce petit coucou. Le CC, c'est pas en copie cachée, mais c'est ni un coucou ni un copie caché. C'est le capital confiance. Et essayez de le développer. Travaillez là-dessus. Même dans votre vie privée, ce petit indice, il est important. Alors, ce que j'essaie encore une fois de vous dire, c'est le CC qui est le point de départ, c'est le capital confiance. En fait, le capital de confiance, il génère un facteur très puissant. C'est ce qu'on appelle en entreprise l'employee engagement ou bien l'engagement des employés, le EE.
L'employee engagement, c'est le niveau que l'employé ou le collaborateur s'engage à donner de lui-même pour justement satisfaire les besoins des objectifs de l'entreprise. On l'a vu durant le coronavirus, il n'y a pas longtemps, on l'a vu durant les crises. Il y en a même des usines où il y a je dirais, des collaborateurs en encadre qui se sont mis en quarantaine dans l'entreprise pour fabriquer des masques ou autres. Et donc, ces personnes-là, ils ont un employee engagement de qualité. D'ailleurs, je connais même le propriétaire de l'entreprise en question. Et je sais que ces collaborateurs sont très engagés. Et ils font ça même volontairement. De point de vue, même, on irait même à faire du bénévolat lorsqu'on est engagé avec l'entreprise. Et donc, le facteur EE, le facteur engagement, l'engagement, il génère deux axes, deux points, très puissants aussi, à savoir ce qu'on appelle le sentiment d'appartenance, le SDA, le sentiment d'appartenance à l'entreprise, ainsi qu'un autre facteur très puissant qui est le productivity index, c'est l'index de production. En gros, si l'entreprise existe, c'est pour produire, que ce soit en bien ou en service, en matériel ou en outcome ou ce que vous voulez. Mais elle produit quelque chose. C'est une finalité qui génère forcément de l'argent. Et donc, la productivité index, l'index de production individuelle de chaque collaborateur que vous aurez à gérer, il est indexement relié au capital confiance qui vous lie entre vous, manager et collaborateurs. Donc, il y en a des sociétés qui travaillent avec ce qu'on appelle une workforce, c'est-à-dire un capital humain, voilà, ou une équipe, des équipes tout-sizées, c'est-à-dire au lieu de recruter 20, on recrute 10, et vous allez trouver une productivité index beaucoup plus développée que des équipes qui travaillent avec 30 et 40 personnes. Donc, on gagne en masse salariale, on gagne en motivation, en équilibre financier, etc. Et donc, retenez bien le mot capital confiance, parce que c'est le point de départ de toute chose dans la vie, et essentiellement dans le people management. C'est le trust en anglais. C'est ce qui va faire de vous, ce qui va faire de vous ou des autres, un link ou un lien entre l'outcome final, qui est l'argent, et votre présence en entreprise. C'est ça le lien, c'est ça le schéma. Si vous maîtrisez ce contact, c'est un contact très strong, c'est très solide ici. Donc, redites avec moi, à haute voix si vous voulez, que le capital confiance génère l'employee engagement, l'engagement des employés génère le sentiment d'appartenance ainsi que la productivité index. La productivité index, c'est l'argent. C'est ce qu'on vous demande de faire. OK? Ça, c'est pour une introduction, mais là, je suis très light, hein, je suis très généraliste, mais on va essayer de comprendre un peu des concepts fondamentaux, hein, je dirais, pour que vous puissiez, en fait, gagner ce capital confiance. Je vais essayer de vous dire aujourd'hui, ou de vous expliquer comment vous allez acter, par quels moyens vous allez faire pour gagner ce capital confiance entre vous et les collaborateurs que vous allez gérer. Est-ce que cette première introduction est claire pour vous? Si vous avez des questions, vous pouvez le faire sur chat. On va les lire tout à l'heure, une fois on termine. Hein. Ou bien vous pouvez, si vous avez un truc intéressant là à partager, faites-le. C'est clair là? Oui, jusque-là, c'est clair, Monsieur Walid. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser, d'accord? D'accord. OK. On peut passer alors, oui? On peut passer, super. D'accord. OK, merci. Donc là, on va attaquer en fait, je vais essayer de vous montrer, ou de vous expliquer ce que le manager, c'est par quel moyen, par quel outil, par quel way, par quel chemin le manager, le people manager du moins, se doit de gagner ce capital confiance. On commence en premier lieu par une vision. Un manager qui n'a pas une vision, ce ne peut pas être un people manager. Ça ne peut pas être une personne qui va pouvoir gérer des gens. Il peut peut-être gérer d'autres choses, des machines, ou des robots, ou des PI, des API, des automates programmables industriels. Il gère tout ce qu'il veut,
mais il ne pourra pas gérer de l'humain s'il n'a pas une vision. Pourquoi la vision, elle est importante? Parce que par définition, une vision, c'est une somme de plusieurs stratégies. Et une stratégie, c'est une somme de plusieurs objectifs. Un objectif, c'est une somme de plusieurs tâches. Entre la tâche finale que vous allez avoir à exécuter et la vision du manager, il y a un cordon ombilical qui les lie étroitement. Si vous vous êtes perdu, si vous ne savez pas où est-ce que vous allez vous situer entre la vision et les tâches que vous faites, que vous allez faire, et bien là, vous n'allez pas forcément identifier un niveau de confiance avec votre management. C'est pour ça qu'on insiste et on le met en premier. C'est la vision de l'entreprise ou la vision elle-même du manager qui gère ses équipes. Donc, il faut que ce soit clair et net. Un manager, il est dans le partage et donc forcément, il doit partager les visions qu'il adopte avec ses équipes. Retenez bien, si moi j'ai un manager auquel ou bien indirectement, il partage mes visions avec les équipes ou avec moi, et bien quelque part, je vais commencer à sniffer ou à renifler un soupçon de confiance avec lui. Et ça, c'est très intéressant. Aussi, être porteur de vision, c'est aussi un point de solide pour les équipes. C'est une forme d'assurance pour les équipes. Imaginez que je suis en CDD, un contrat à date déterminée, et qu'il me reste un mois à terme de mon contrat. Nous sommes en mai, et ben mon contrat s'arrête en juin, et il reste 30 jours ouvrables, et puis mon manager ne vient pas me voir pour me dire s'il me reconduit ou pas. Est-ce que je vais me sentir à l'aise? Est-ce que je vais me sentir en sécurité? Est-ce que je vais me poser plein de questions par rapport à mon manager et ses visions futuristes? Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est très nocif à l'ambiance du groupe ou à l'ensemble du PI ou le capital confiance. Parce que sincèrement, je ne vais pas le truster, je ne vais pas être en confiance avec lui. Et si je ne suis pas en confiance, rappelez-vous de notre équation, elle va détériorer mon engagement. Elle va détériorer mon sentiment d'appartenance à l'entreprise. Elle va détériorer ma productivité index. Et je vais traduire ça sur les finances. Donc, faites très attention. La vision, être porteur de vision, c'est obligatoire. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on me consulte pour des postes de high management, c'est quoi les critères de base fondamentaux pour avoir un bon manager aujourd'hui en entreprise? Ben, c'est clair. C'est quelqu'un qui travaille sur le capital confiance. Quand je dis travail, c'est travail. Hein, c'est de passer des journées et des journées à faire ça. C'est pas, moi je me la mets dans le non, non, c'est pas ça. C'est le fait qu'il acte, qu'il agisse avec un capital. D'ailleurs, ce mot capital, quand il se traduit en fin d'année en capital, en chiffre d'affaires. C'est une équation win-win, gagnant-gagnant. Donc aujourd'hui, People Manager, pour moi, il travaille sur le facteur confiance. Donc ça, c'est le premier point. Donc regardez bien dans le haut de l'écran à droite, là, vous allez voir en fait comme un disque, comme un cercle. Et là, on vient d'attaquer la première. Il y en a 10 en tout. La première, c'est la vision. D'accord? La deuxième, on s'attend à ce que le manager soit porteur de valeurs. Ça, c'est très important. C'est quoi, à votre sens, les valeurs? Ça paraît simple, ça paraît. Tout le monde a des valeurs, non? C'est ça, hein? Mais en management, les valeurs, c'est complètement différent. C'est les valeurs de l'entreprise. Ce qu'on appelle le SBC, le Standard Business of Conduct. Comment se comporter d'une manière standard dans le business ou l'entreprise. Les valeurs, que ce soit entrepreneuriales ou bien même les valeurs humaines, les valeurs morales, les valeurs de l'intelligence émotionnelle, etc. Et donc, toutes ces valeurs-là font que le collaborateur se sente à l'aise. Dans l'ancien management, le management 1.0, on appelait ça the big brothers, enfin le grand frère, ou le paternaliste. Mais aujourd'hui, enfin, tout ça a changé. Donc les valeurs, c'est les valeurs de l'entreprise. Et d'ailleurs, chaque entreprise qui se respecte
se doit d'avoir sa propre valeur. Et les valeurs de l'entreprise, il faut qu'ils soient orientés client, customer centric. On va même dire centré client. Aujourd'hui, un établissement scolaire, par exemple, c'est quoi ses valeurs? C'est quoi la mission? Et ceci devrait être une forme d'ADN chez le manager qui gère les collaborateurs. Parce que ça se transmet. C'est contagieux. Les valeurs se transmettent. Comme le stress, c'est contagieux. Les valeurs, pareil. Si on est porteur de valeurs, si on y croit, eh ben, on peut cascader ce genre de trucs. Donc les valeurs, que ce soit humaines, de l'entreprise, morales, indépendamment de type de la valeur, ben, il va falloir qu'on soit chargé, bien renseigné de valeurs pour qu'on puisse les cascader à l'ensemble des collaborateurs. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est ce que les Anglais appellent ça, le troisième point, ils disent lead by example ou bien être un exemple pour les autres. Donc effectivement, le troisième point, c'est être un exemple. Si je viens en retard, si je suis manager et que j'arrive souvent en retard dans l'entreprise, il ne faut pas s'étonner si un collaborateur vient en retard, c'est normal. Ben oui. Si je commets trop d'erreurs et de fautes d'orthographe dans mon mail que j'envoie et que je suis manager, il ne faut pas s'étonner que le collaborateur fasse pareil. C'est normal. Si je crie tout le temps et que je râle et que je ne suis pas satisfait et que je suis négatif, etc., il ne faut pas s'étonner que les collaborateurs soient pareils. Et donc, c'est ce qu'on appelle être miroir de l'autre. Et donc, le manager, il se doit d'être un exemple. Il se doit, c'est une obligation. Enfin, tout ce que je suis en train de dire, aujourd'hui, dans le management 2.0, c'est obligatoire. Hein. Le people management, il passe par ça. Donc, être un exemple, c'est souvent synonyme d'égalité, d'être fair, d'être correct, et de faire les choses dans les règles de l'art. Il ne faut pas laisser les choses y aller. D'accord? Et donc, être dans le challenge, être dans la ténacité, être dans la rigorosité, etc. Tout ça fait que les collaborateurs, ils vont suivre derrière. Ils vont se dire, ouais, on a un bon manager, il est sérieux, etc. C'est beaucoup mieux que s'ils disent que notre manager n'est pas ponctuel, n'est pas sérieux, etc. Si on a un meeting ou une réunion à 15 heures, c'est à 15 heures. Hein. C'est pas à 15 heures une minute. Et si le manager vient en retard, il ne faut pas après se poser des questions si le collaborateur vient ou pas en retard. Donc ça, c'est un point très intéressant à verrouiller. Lead by example ou bien être l'exemple des autres, pour les autres. OK? Alors, quatrième point, et là, mais vraiment, ça, c'est très important pour le capital confiance, c'est être présent. Soyez présent avec vos collaborateurs. Et là, je vais faire un petit bémol. Beaucoup de managers, même seniors, hein, se trompent ou font la confusion entre micromanagement, le micromanagement, et le management de proximité. C'est deux choses complètement différentes. Le micromanagement, il impose à ce que vous actez de très près, vous allez être dans la précision de l'exécution des choses. Vous allez en fait tout valider. Le micromanagement, vous validez à peu près tout. Vous êtes beaucoup plus dans une délégation, dans un mode délégatif, que dans un mode de management. Par contre, le management de proximité, c'est que vous êtes présent, vous êtes à proximité de vos collaborateurs. Ceci ne vous empêchera pas d'être dans un mode opérationnel précis. Mais vous devez être physiquement présent avec vos collaborateurs. Vous devez être accessible à vos collaborateurs. Il ne faut pas que je prenne rendez-vous avec mon supérieur hiérarchique, qui est mon manager, d'ailleurs, en l'occurrence, pour que je puisse le voir, par exemple. Ça n'a pas de sens. Il ne faut pas que je sois cloîtré dans mon bureau H24 et qu'on me voit juste dans les couloirs pour sortir fumer une clope. Non, ce n'est pas ça. Le management de proximité, il impose une certaine disponibilité pour les personnes, pour les gens, pour l'humain.
OK? Et il faut que ce soit non pas top-down, ou bottom-up. L'autre, du bas en haut et non pas du haut vers le bas. C'est-à-dire, il faut que vous soyez accessible à ces gens-là. Parce qu'en fait, au final, le people manager, il est là pour les gens. Okay? Ce n'est pas la mère Teresa, ce n'est pas le Père Noël. Mais c'est beaucoup plus quelqu'un qui est là pour le confort, pour donner un bon environnement de travail, pour donner un self-development aux gens, pour qu'ils se sentent à l'aise, pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes et pour qu'ils soient motivés dans leur action. Que ce soit d'après Maslow ou bien Herzberg, enfin les deux écoles, vous allez fondamentalement trouver un environnement propice de travail. Qu'est-ce qui n'a pas marché sur le camp? Et donc, du coup, il va falloir... S'il vous plaît, il y a quelqu'un qui a oublié son micro. Donc, mettez-vous en mute pour qu'on puisse acter ensemble hein, et interagir correctement. Merci. Alors, donc, la présence, c'est un point à ne pas dénigrer et à ne pas l'oublier. Et ce point-là, il me gêne un peu parce qu'on a tendance à soit être trop présent, soit à ne pas l'être. Et bien, la présence, il faut que ce soit mesuré. Il faut que ce soit apprécié par les autres. Pas une présence juste à je suis là. Non. Il faut que ce soit une présence mesurée. Présence, parce que les gens vont se sentir en sécurité avec vous. Ok? C'est très important. La présence de l'environnement, elle est importante, mais aussi celle du manager. Ok, ça c'est le quatrième point. Alors, dans la présence, en fait, on identifie trois types, trois familles. Donc, la première, c'est ce que j'ai déjà étalé, c'est la présence physique. C'est que vous êtes présent physiquement. D'accord? C'est ce qu'on appelle lorsqu'il y a des problèmes, quand il y a des risques, quand il y a des crises, par exemple, il faut que le manager soit présent avec le collaborateur. Ça, c'est le premier type de présence. OK? Quand il y a une escalade avec un client, je ne vais pas laisser mon collaborateur tout seul avec le client. Je vais gérer avec lui, je vais l'aider à s'en sortir. Donc ça, c'est le premier type. C'est le type crise, présence physique pour les crises. Ensuite, il y a la présence mentale. Quand vos collaborateurs, parce qu'ils passent forcément par des situations un peu difficiles, il faut que vous soyez mentalement présent et vous êtes avec un mode, ce qu'on appelle écoute active avec les collaborateurs que vous gérez. Donc, être présent mentalement et surtout écouter vos collaborateurs distinctement avec un mode actif. Très important. Dieu nous a donné deux oreilles, une seule bouche. On écoute deux fois et on parle une seule fois. Donc, apprenez à écouter. Le fait d'écouter déjà résorbe pas mal de problèmes et pas mal de soucis. Écoute, c'est bien. Dernier point, le troisième, donc au niveau de la présence, c'est la présence psychologique, c'est le soutien protecteur. OK? Je suis là pour toi. Si tu as un problème, appelle-moi. Au moindre défaillance, n'hésite pas à me contacter, etc. Ce genre de phrase, c'est une forme de présence. Même si vous ne l'êtes pas physiquement, vous l'êtes dans sa tête. Vous êtes dans la tête du collaborateur. Vous existez. Ils savent pertinemment que si jamais il y a un fossé ou il y a un problème ou une épine dans le pied, ils savent quoi faire. Donc ça, c'est aussi un point très intéressant. Cinquième point, ce qu'on appelle la conduite et développement. S'il vous plaît, en mute, Franck, s'il te plaît. De mute. Oui, présent. Excusez-moi. Je voudrais trouver un moyen de désactiver le micro. Je vais le désactiver pour toi alors. Ah, c'est bon. Okay. Donc, ce que je disais, c'est la conduite et le développement. Regardez bien. Qu'est-ce qu'on avait dit au départ? On avait dit qu'il va falloir travailler sur le capital confiance. Est-ce que vous pensez que, si vous êtes manager toujours et que vous avez des équipes à gérer, est-ce que vous pensez que les collaborateurs vont vous faire confiance s'ils ne se développent pas? C'est une question. Moi, je connais la réponse. Eh bien, je vous le dis. Un collaborateur qui ne se développe pas, c'est un collaborateur qui est démotivé. Point à la ligne.
ça n'existe pas de collaborateurs, même s'ils stagnent et même s'ils sont dans leur zone de confort et même si la routine leur satisfait parfaitement, mais indirectement, dans leur ce qu'on appelle ego interne, ils sont démotivés. Ils gèrent une demotion en anglais, c'est le demotion management, c'est-à-dire ils sont en train de vivre une frustration non dite, non déclarée. Et donc, essayez de développer les collaborateurs. Ça, c'est un point très, très, très intéressant. Vous allez me dire comment? Bah oui, la formation est un point très intéressant pour le développement personnel. La délégation, quand vous déléguez, vous êtes manager, vous allez déléguer. Et quand vous allez déléguer, ça va développer les gens parce que par définition, la délégation égale learning plus control. Plus control, contrôle, vous allez contrôler ce que vous allez déléguer, plus une phase d'apprentissage. À chaque fois que vous allez déléguer quelque chose, où l'autre partie ne va pas apprendre ou va rien apprendre, en fait, vous n'êtes pas en train de déléguer, vous êtes soit en train de transférer ou bien de passer un workflow, un travail donné. Par contre, la délégation impose l'apprentissage et impose le contrôle. Et donc, aussi dans le développement, quand vous faites apprendre des gens dans votre délégation que vous allez faire dans votre day-to-day task, eh bien forcément, ces gens-là vont être un tout petit peu plus épanouis. Ça va changer un peu le mutuel du genre, ça va changer la routine, etc. Ça va casser avec certains réflexes, etc. Donc, essayez de développer les personnes. Vous allez me dire quoi d'autre? On avait dit formation. Vous pouvez coacher aussi. Si vous êtes manager, vous pouvez coacher les gens. Vous pouvez faire ce qu'on appelle le concept du mentoring. Le mentor est menti. Vous pouvez aussi créer un plan de carrière. Pourquoi pas? À vos collaborateurs. Vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle un succession plan, un plan de succession. Vous voyez, il y en a plein d'outils de management, de people management qui permettent en fait de développer la workforce des collaborateurs. Et donc, par contre, si vous ne faites rien, si vous êtes sédentaire, si vous restez dans une image stable, fixe, figée, eh ben, les collaborateurs, ils vont vous donner ce qu'ils ont à donner, et puis basta. Par contre, lui, le concurrent, lui, il est en train de miser sur le développement. Et sachez-le, et je vous le dis, hein, à l'échelle internationale, moi, je connais pratiquement, j'en ai vu à peu près 90 pays dans le monde. Les pays développés, ils sont dans ça depuis des années. Ils sont dans la conduite du développement. Et pas n'importe quelle conduite. C'est une conduite orientée marché. OK? Parce que n'aie pas crainte. La culture, elle fait que, ouais, mais je vais le développer, je vais le former, etc. Et après, il va démissionner, il va s'en aller. Bah oui, c'est ça, c'est ce qu'on dit. C'est une très mauvaise approche. Je vous le dis, je vous le déconseille. Ne pensez pas comme ça. Parce que si vous allez penser comme ça, nul ne va se développer. Et si on ne se développe pas, même le pays ne se développe pas. Donc, soyez généreux dans votre développement et vous allez voir. Parce que si lui, il quitte, c'est pas grave. Ben, si la concurrence, elle développe elle aussi, eh ben, on va recruter de la concurrence. Et là, on fera un brassage de sang magnifique. Hein. Donc, quelque part, il faut être dans la conduite du développement. N'ayez pas peur par rapport à ça. Soyez généreux. Ça paye, la générosité. OK? Sixième point. Un point très intéressant, qu'on dit, enfin, on appelle ça communication, la communication, un mot trop standard, mais un mot très puissant. Communiquer as we can. À chaque moment, vous pouvez communiquer, faites-le. Faites-le. Pourquoi? Parce que la communication, c'est la base de toute confiance dans la vie. Parce que si moi, on peut rester... moi, je me rappelle d'une anecdote. J'étais en première année école nationale d'ingénieurs, là, et on avait une matière qui s'appelait télécommunication. Et j'ai passé, en fait, tout un semestre à m'asseoir à côté d'un monsieur ou d'un garçon, on va dire, d'un étudiant comme moi, et on ne s'était pas parlé. Pourquoi? Parce que tout simplement, le feeling n'est pas passé. Je l'ai vu, il m'a vu, voilà, bof. Et après 6 mois, on s'est, je ne sais pas par quelle magie, mais on a pris contact. Et bien, jusqu'à aujourd'hui, on regrette les 6 mois auxquels on n'a pas parlé. Pourquoi? Parce que
on s'était mis en confiance l'un à l'autre que lorsqu'on a communiqué. Tout ce qui était image, c'était du superflu. Ça servait en fait à rien. C'était même pas l'arbre qui cache la forêt, hein. C'était rien en fait. Et donc, si vous ne communiquez pas, en aucun cas vous allez pouvoir faire confiance aux autres. Parce que retenez bien, quand vous allez faire du participative management, le participative management, il se base sur des questions ouvertes et non des questions fermées. C'est ça la base de la communication. Ça va générer 3 C. Le premier C, c'est la confiance. Le deuxième, c'est la connexion. Le troisième, c'est la complicité. Et donc, si vous faites travailler votre communication correctement, vous allez pouvoir, en tant que manager, people manager qui se respecte, vous allez pouvoir automatiquement générer ces 3 C avec vos collaborateurs. Confiance, connexion et complicité. Les gens vont devenir connectés avec vous et complices avec vous. Et quand ils vont parler, ils vont dire nous, pas je. Quand le manager va parler en audience ou en meeting ou indépendamment il ira, il va dire on a fait des choses, on a atteint l'objectif, on a construit des choses, on a. Il ne va pas dire j'ai fait. Pareil pour le collaborateur. Ce sentiment d'appartenance, ce sentiment de fusion entre équipe et manager, c'est un sentiment très puissant. C'est clair ça? Ok, bon. 7e point, je ne le dirai pas assez, c'est la justice. Être égal, distance de tout le monde. Ne favorisez personne. Soyez vous-même, soyez correct, soyez juste. C'est très important. Les gens sont très intelligents. Vous allez gérer des gens, ils sont intelligents. Et ils sont à l'affût de ton injustice. Si jamais ils vont savoir, par un moyen ou un autre, que vous êtes injuste dans votre évaluation, dans votre jugement, dans votre, je sais pas, rating, que vous allez noter, tout ce que vous allez entreprendre de point de vue injuste sera retenu contre vous. Et vous n'allez pas gagner des points de confiance, je vous assure. Donc, soyez juste, soyez à égale distance de tout le monde. Essayez de ne pas vous trop aller fumer avec la même personne. Essayez, mais si vous réussissez à faire la part de choses, il n'y a pas de problème. Mais essayez de ne pas trop être en contact avec les mêmes personnes. Vous êtes un manager, vous n'êtes pas un collaborateur. Et un manager, il se doit de spécifier des règles de conduite. Et donc, le manager, quelque part, s'il essaye d'être juste, il se fera une chandelle de ne pas lui indexer du doigt, genre, ouais, il y a du copinage, favoritisme, etc. C'est des choses qui ne peuvent que perturber l'ambiance gratuitement. Donc, essayez d'être correct et juste avec tout le monde, de la même façon, quitte à ce que ça coûte ce que ça coûte. Je sais que c'est compliqué pour certains, mais un bon manager, un manager qui se respecte, se doit d'être juste et d'être équitable. Et là, on parle d'équité et non d'égalité. OK? 8e point, les compétences. Ah. Au départ, comme vous le voyez ici dans la pyramide, les compétences managériales, enfin, généralement, elles sont issues d'un monde technique. Vous voyez? Plus vous montez dans cette pyramide, plus les compétences sont plus généralistes et surtout plus stratégiques. Et donc, un people manager, il se doit d'être compétent, quoi, des soft et des hard skills, avec tout un background de gestion humaine, enfin, de pouvoir gérer l'humain, de comprendre l'humain, de se familiariser avec avec l'être humain dans sa globalité. Et donc, les compétences aussi, ça aide à développer de la confiance avec vos collaborateurs. Si vous n'êtes pas compétent, les gens ne vont pas vous faire confiance. Les gens ne font pas confiance à des gens incompétents. Donc, essayez d'être compétent, de valoriser votre compétence, de montrer cette compétence-là. Essayez de la montrer, c'est très important.
Ne la gardez pas pour vous. C'est pour ça que je vous dis, il faut être généreux. Montrez que vous êtes compétent. Tout le temps. Chaque fois que vous pouvez le faire, montrez que vous êtes compétent. On a besoin de reminder. L'humain, il a besoin de refresh, en fait. Voilà. Même s'il le sait, rappelez-le, il n'y a pas de problème. OK? Donc, comme je l'ai dit, plus vous êtes en bas, plus vous êtes technique, opérationnel, tactico-tactique, comme on dit. Plus vous montez, vous allez être stratégique. Le manager, le people manager va devenir plus stratégème et beaucoup plus généraliste. Même fait decision making, fait la prise de décision, il va être plus généraliste. Plus il est en bas, plus il est précis, il est dans l'affût, il est dans le détail. Plus il monte, plus il sera généraliste. C'est normal. OK? Donc ça, c'est le huitième point, à savoir que c'est la compétence. Et voilà. Donc, neuvième point. Ça, c'est le huitième. Neuvième, c'est l'organisation. Un manager, people manager, il faut qu'il soit organisé. Il ne faut pas qu'il se mélange les pinceaux. Il ne faut pas qu'il se marche sur les pieds. Il faut qu'il soit synchronisé dans sa danse. Il faut qu'on soit synchrone. Et pour que vous pouviez être synchrone, il faut que vous soyez organisé. Dans votre tête, dans votre desk, dans votre bureau, dans votre échange, dans ta communication, dans tes engagements, etc. Donc, tous ces points-là, les gens, ils sont en train de les apprécier. Les apprécier, c'est-à-dire d'évaluer. Imaginez les 9 points ici présents. Les collaborateurs, ils sont à l'affût de ces 9 points. Ils vont vous juger sur votre vision, votre valeur de l'entreprise. Est-ce que vous donnez l'exemple ou pas? Est-ce que vous êtes présent avec eux ou pas? Est-ce que vous êtes en train de les développer ou pas? Est-ce que vous communiquez avec eux ou pas? Est-ce que vous êtes correct et juste avec eux ou pas? Est-ce que vous êtes compétent dans ce que vous faites? Oui ou pas? Est-ce que vous êtes organisé dans ce que vous faites? Oui ou pas? Etc. Donc, les 9 points. Ça rigole pas. Vous-même, vous le faites. Tous ici dans l'audition, enfin les personnes qui sont connectées. Vous le faites. Que ce soit, même dans votre vie privée, vous le faites. Pour apprécier à qui vous faites confiance. Et donc, sachez qu'en entreprise, c'est beaucoup plus compliqué, mais ça se base de la même façon. C'est les mêmes accords, hein. C'est le même tempo du son, c'est le même son de cloche. Et donc, le dernier point, qui est le centre, regardez ici dans l'image, qui est le centre ici, ce qu'on appelle l'autoréflexion. C'est le s'autocritiquer. C'est de pouvoir s'autocritiquer. Il y a des gens, une fibre, un certain profil de personnes, généralement les bleus, dans le profiling desk management, ceux qui sont de couleur bleue, eh ben ceux-là, ils ont une réticence au changement, ils ont une réticence de s'autocritiquer. Ils ont du mal à identifier leur axe d'amélioration. C'est des choses qu'on corrige, qu'on peut développer, qu'on peut améliorer, mais à un certain moment, il y a des gens qui bloquent par rapport à leur manque de compétences ou autre. Et donc, ce sont des gens qui ne se développent pas forcément avec la même vitesse que d'autres profils. Donc, être dans un mode 360 degrés, ou bien ce qu'on a fait, think out of the box, de sortir de la boîte et de pouvoir s'autocritiquer, faire des autoréflexions, etc. Ce sont des choses qui ne sont pas aisées, ce sont des choses qui ne sont pas faciles pour certains. Et ici, on essaie dans le cadre du développement managérial, on essaie d'inciter les gens à pister ce point-là. Surtout pour les managers qui ont 10 ans et plus dans le même poste ou dans la même fonction. Parce que c'est des gens qui ont la tête dans le guidon, comme on dit, et qui n'ont pas le recul nécessaire de voir ce qui se passe. D'accord? Ça aussi, par exemple,
Il y a des programmes en fait internationaux aujourd'hui. On parle par exemple dans les NEO, les New Employee Orientation, quand on recrute des nouvelles personnes, après 40 jours de service au niveau dans l'entreprise, on demande à ces gens-là de nous faire ce qu'on appelle un rapport d'étonnement. Ce sont des gens qu'on vient de recruter, il n'y a même pas 40 jours qu'on les a recrutés, et on demande à ces mêmes gens de nous donner un rapport d'étonnement. C'est quoi un rapport d'étonnement? Dites-nous tout ce qui vous a étonné durant les 40 jours où vous étiez là. N'importe quoi. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y a que des bonnes réponses. Alors, le rapport d'étonnement, il nous sert essentiellement à avoir une vision externe de ce qui se passe chez nous, au niveau de l'entreprise. Et généralement, ils ont raison. La plupart du temps, ils ont raison. Mais nous, on va tout faire pour ne rien voir et ne rien écouter. Plutôt, ne rien voir, ne rien écouter. Voilà, c'est mieux. OK? On va tout faire. La plupart du temps, à 90% des cas, dans les rapports d'étonnement, vous allez trouver des choses très intéressantes. Vous faites payer ça à des cabinets de consulting avec des centaines de millions de dinars, alors qu'un jeune stagiaire, il peut les voir. C'est juste une perception, ce qu'on appelle the perception, et cette perception, elle peut être très intéressante, pourvu qu'on l'apporte du bon côté, pourvu qu'on ait une bonne lecture de cette approche ou de cet étonnement. Donc l'autoréflexion, c'est un point très puissant. C'est un point très puissant pour que vous puissiez développer de la confiance avec les autres. Parce que les autres, ils vont se dire, tiens, ce monsieur ou cette dame ou cette demoiselle, elle a un recul nécessaire et elle n'a pas des idées figées. Elle est ouverte d'esprit et elle est ouverte d'action. Et donc, on est dans le même bateau et cette personne-là, elle peut nous mener à bien. On peut lui faire confiance, cette dame ou ce monsieur-là. Et donc, ça va aider encore une fois à développer votre capital confiance. OK? Il est quelle heure là? Bon, OK, donc c'est parfait. Il nous reste 15 minutes. Je vais laisser quelques questions. Enfin, je vais prendre toutes les questions. Donc, essayez de me poser, que ce soit en mode voice ou bien par chat. Si vous avez des questions à me faire part, n'hésitez surtout pas. OK? Profitez, hein, je ne serai pas toujours là. OK, on va prendre des questions. Alors, plus conversation. OK? Oui, oui, vas-y. Nous vous remercions, Monsieur Wedid, pour la tenue de votre conférence de grande qualité. Et si vous avez donc des questions à poser à Oui, Monsieur Madame Wedid, Imen. n'hésitez pas. Oui, Monsieur Monder, oui. Oui, Alors, d'accord, donc je vous cède la parole. Donc, la parole est à vous, Monsieur Monder, président du Conseil scientifique de l'Université méditerranéenne. Oui. voilà. Merci, on remercie notre cher invité de la qualité de la prestation qui constitue en fait pour nos ingénieurs et nos étudiants une excellente piste pour la réflexion future. En effet, là, moi, j'ai retenu surtout la phrase vers la fin, parce que désolé, j'ai pas pu assister au début, qui est celle de think out of the box. Donc, think out of the box, ça, c'est très, très, très intéressant. Pourquoi? Parce que quand on est cloué dans son coin, quand on réfléchit d'une certaine façon, quand on a des habitudes, on ne veut pas se séparer de ces habitudes. On refuse le changement. On se base sur des scénarios stéréotypés, etc. On ne peut pas avancer. Donc, l'idée, c'est think out of the box, c'est essayer d'être innovant. Don't lock yourself within the box. C'est ça ce que ça veut dire. Il ne faut pas s'enfermer dans un cercle, comme on le dit en Tunisie, dans un box.
Mais par contre, c'est l'ouverture d'esprit, c'est l'innovation. Et c'est ce que Polytechnique est en train de faire. Polytechnique, depuis presque un mois ou 2 mois, elle a travaillé sur des challenges pour défier et pour trouver des solutions contre le coronavirus. Et donc, ce challenge a abouti à plusieurs propositions. Et toutes ces propositions-là, c'est dans le cadre de Think Out of the Box. C'est de se dire, nous, bon, on enseigne, c'est tout. Là, on n'enseigne pas surtout, mais on innove aussi. Et on essaye de trouver des solutions à ce qui nous entoure. Et d'ailleurs, tous les managers dans le monde, et tous les leaders dans le monde, et tous ceux qui ont réussi dans le monde, think out of the box. Quand vous n'adoptez pas cette démarche, les chances de réussite sont très réduites. C'est la même chose et le même exemple que je donne chaque fois quand je conduis une voiture. Quand vous conduisez la voiture, soit vous regardez juste devant vous et dans le volant, et dans ce cas, c'est un vrai problème. Vous n'avez aucune vision. Et vous risquez de vous faire surprendre par n'importe quel incident. Moi, je rajoute à Think Out of the Box une phrase très connue aussi, 2 mots en anglais, c'est forward looking. Forward looking aussi veut dire quoi? Veut dire il faut anticiper, il faut regarder devant, il faut avoir de la vision. Parce que quand tu vois loin, quand tu conduis ta voiture et tu regardes loin, tu risques pas de faire des accidents. Mais quand tu te colles et tu regardes ton guidon, comme on dit le nez au guidon, you lock yourself in a box, tu n'es pas forward looking et tu ne peux pas avancer. Voilà, donc nous à Polytechnique, la plupart, et je l'ai remarqué au niveau des enseignants et aussi de nos étudiants, they think out of the box. Et je pense que ce type de conférence et de séminaire, Inch'Allah, peuvent vraiment leur être utiles et les guider pour progresser et pour réussir dans ce qu'ils font. Voilà, je vous recède la parole, Madame Imen. Merci beaucoup, Monsieur Mondar Bellalah. Donc, si vous avez des questions à poser à Monsieur Walid Aloulou, donc le consultant en People Management, donc il est là pour répondre pour toutes vos questions. On est à l'écoute. Hein. D'accord, donc s'il n'y a pas de questions… Si vous avez des problèmes au niveau de vos micros ou autres, vous pouvez taper directement sur le chat. Hein. Vous pouvez nous écrire. Oui, bien sûr. Hein. OK. En fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que le concept de people management se repose essentiellement sur un mot qui est la confiance. Après, effectivement, il y a plusieurs brèches. Il y a plusieurs pattes d'araignée qui vont sortir. Et donc, quelque part, si vous travaillez, si vous consolidez la confiance, le reste, il est facile. Parce que l'humain, quand il fait confiance, comme j'ai dit tout à l'heure, il vous faut du temps pour la gagner, mais peu de temps pour la perdre. Votre objectif, c'est de ne pas la perdre. C'est ça. Parce que, comme je l'ai dit, vous allez gérer de l'humain, et l'humain, il est intelligent. Comme vous êtes intelligent, les autres sont intelligents. Et donc, quelque part, ils vont toujours vous avoir à l'affût, toujours vous avoir, comme vous êtes en train de les juger, eux, ils sont en train de vous juger. Exactement pareil. Donc, proposer qu'il laisse un bruit en l'air. D'accord, donc est-ce qu'il y a des interventions? Si vous avez des questions à poser? D'accord. Oui, s'il vous plaît, Madame Imen. Oui, Madame Nedra, à vous la parole. Oui, juste, je voulais savoir, c'est comment organiser une réunion de travail efficace? Ah, bon, tout d'abord, il faut maîtriser ce qu'on appelle le concept RACI.
RACI, c'est un concept international. Encore une fois, je vous donne que des trucs internationaux, des normes. R pour dire responsible, A pour dire accountable, ou bien dans l'action. C pour dire consultant et I informant, c'est-à-dire vous allez diviser votre réunion en 4 axes. Qui sont les responsables de cette réunion? En l'occurrence, ça peut être vous, si vous êtes l'organisatrice. Durant votre réunion, c'est qui vont porter les actions? Regardez, je vais partager mon écran. Je vais prendre une page, voilà, comme ça. Vous avez un visuel de mon écran ou pas? Vous voyez mon écran? On voit juste l'auto-réflexion. Oui, c'est ça. C'est bon? Vous voyez? Non, on ne voit que autoréflexion. Ah, il faut que je repartage alors. Arrêtez le partage, je repartage. Voilà. Là, c'est bon? Oui, ça commence là. C'est bon. Oui, c'est bon, oui. Alors, RACI, c'est responsable. A, accountable, action, on va dire, plus simple. C, consultant. Toutes les réunions du monde se font comme ça aujourd'hui. Et I, informant. D'ailleurs, j'ai eu une petite anecdote avec un PDG de compagnie que je ne vais pas nommer, un national, et qu'il avait une réunion avec l'autre PDG, un vis-à-vis en France, et le PDG en France lui dit « Tu m'envoies, s'il te plaît, ton RACI ». Alors, parce que nous, on appelle ça RACI. Hein. RACI comme une tête, hein, pour dire RACI. Alors, l'idée, c'est que pour que la réunion soit efficace, avant de l'entamer, vous devez dire, par exemple, vous êtes 10 personnes, vous allez inviter 10 personnes, et bien, chaque personne invitée, il aura une de ces 4 lettres. Soit il sera R, soit il sera A, soit il sera C, soit il sera I. C'est-à-dire, si j'invite 10 personnes et que je vais dire que j'aurai, par exemple, 2 responsables durant cette réunion, et 3, par exemple, actions, et 3 consultants, et 2, par exemple, personnes qui seront informées dans l'information. Alors, en gros, la réunion, elle va concerner concrètement, elle va concerner que 5 personnes. Les personnes qu'on appelle pour consultants, ce sont des gens qu'on les appelle pour avis. D'accord? Tu dois dire, vous les 3, on vous a appelé tout simplement pour avoir une idée si on a le budget, si on vous demande des questions, essayez de nous répondre, sinon vous êtes en mute. Informed, c'est-à-dire on a besoin de vous aujourd'hui d'être au courant de tout ce qui se passe, parce que si ça se trouve, il y a une autre phase de projet où vous allez changer de casquette, vous n'allez plus être informed, vous allez être action. Mais pour ne pas réévoquer les sujets ultérieurs et dire voilà, et juste forwarder les mails comme ça à l'aveuglette, non, on implique les gens, même s'ils ont une casquette informed. Donc, être dans l'information, c'est un point très puissant aussi. Ah oui, bien évidemment, les responsables et ceux qui actionnent les choses, ceux-là, en termes de pondération, ils sont en haut. Donc ça, c'est le premier point. D'abord, mettre en place votre RACI. Vous le faites en fait. Dans le mailing, vous le faites. Sans le vouloir, sans le penser, vous le faites. À chaque fois, vous allez mettre une personne en CC, copie, cachée. Vous le faites comment? Le responsable, c'est qui? C'est généralement celui qui envoie le mail. L'action, c'est le porteur, le destinataire, celui qui en tout. Le consultant, généralement, il est en arrobase. Vous écrivez dans le mail arrobase, mathalan, email. Merci de me confirmer votre disponibilité ou un truc comme ça. Et le informed, c'est lui qui en copie. Il est juste à titre informatif. Vous voyez, vous le faites dans le mailing. Mais vous ne le faites pas dans la vie réelle, au niveau de vos réunions. Et c'est une perte de temps énorme. Vous n'avez pas idée ce que les réunions nous gâchent comme temps. C'est impressionnant. Une réunion qui est censée durer 2 heures, elle dure 4 heures ou 5 heures ou même plus. Une réunion de 5 minutes, elle dure 1 heure. Vous voyez, c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas spécifié les rôles et responsabilités du modèle raciste. C'est un modèle international. Vous tapez sur Google, vous allez le trouver.
Donc, accountable ou bien dans l'action, c'est comme vous voulez. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Deuxième chose à faire dans vos réunions, d'être leader d'une réunion. Il faut impérativement, dans chaque réunion, un leader, un responsable. C'est obligatoire. Troisième chose, le sujet de la réunion. Il faut toujours l'invoquer en amont, pas en aval. À chaque fois que vous avez une réunion, parlez-y, envoyez votre mail, contactez les gens, appelez-les par téléphone, etc. Faites le nécessaire, mais surtout, préparez-les au sujet, à la thématique. Soyez court, clair, concis. Encore une fois, 3C. Court, clair, concis. Court, clair, concis. 3C. Préparez en amont la thématique. Quatrième point. Il faut que ce soit sanctionné par, non pas un PV. J'aime pas le mot PV, on n'est pas dans un procès. C'est dépassé les PV. Là, on les appelle les minutes ou bien, soit on appelle ça les minutes, soit on appelle ça les kicks. OK? Donc, vous faites les minutes de votre réunion. Vous allez écrire simplement des grands titres de ce qui a été confirmé. Par qui? Par monsieur Action et monsieur Responsable. OK? Donc, c'est très important. Il faut changer l'approche standard existentielle, interne. Tu as les réunions, que ça n'en finit pas. Il y a aujourd'hui des techniques, des outils et des moyens qui vous permettent d'être court, clair, concis dans votre approche de meeting ou de réunion. Vous pouvez être très efficace là-dessus. Mais ça, j'ai répondu à la question, elle est à ordre opérationnel, c'est de l'operation management. Ce n'est pas du people management, mais je réponds quand même. Okay, est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas à profiter de tout. Hein. N'importe quelle thématique qui se porte sur le management, vous pouvez me la poser. N'importe. Hein. Projet, agilité, Sigma, lean management, tout ce que vous voulez. Allô, c'est Walid. Oui. Allô? Oui, je t'entends. Oui. Et merci bien. Donc, je me présente, Sami Bellallah, directeur des études de l'école polytechnique méditerranéenne. Enchanté, à vous de même, oui. Merci, ça va, monsieur Walid. C'est très intéressant, cette conférence. Voilà, donc, on profite, tout le monde, quel que soit des professionnels, des collègues et des étudiants, et on projette sur notre partenariat et notre convention afin d'améliorer un peu et développer au fur et à mesure les compétences de nos étudiants. Et c'était réellement, je pense, tout au long de votre conférence, j'essaie de comparer ce qu'on est en train de faire en termes de réunion avec les responsables, entre autres mes collègues Iman et Nedra. C'était parfois on n'énonce pas l'ordre du jour de la réunion. Et au fur et à mesure, lorsqu'on est dans la réunion, on s'aperçoit qu'on n'a pas évoqué des points, même en email. Donc, c'est-à-dire, en termes de management, c'est vrai qu'il y en a plusieurs choses en termes de monde professionnel à adapter et à améliorer au fur et à mesure. Et c'est la pratique des choses qu'on s'adapte et qu'on améliore réellement nos compétences. Donc voilà, je vous remercie encore une fois. Espérons qu'on aura l'occasion aussi de développer. Normalement, on aura un autre rendez-vous demain à 11h. C'est ça, Madame Souha, c'est Walid, non? Ah non, non. Non, c'est pas prévu. Voilà, donc non. J'étais perturbé un peu sur le rendez-vous, mais on essaiera de programmer, Inch'Allah, un deuxième rendez-vous ensemble, Inch'Allah. OK? OK. Make sense. Ça marche. OK, est-ce qu'on peut prendre quelques questions? C'est Walid. Oui. Oui. J'ai suivi les lettres, responsibility, accountability, etc. Moi, j'ai l'habitude d'utiliser ça. On utilise ça dans les banques parce que la banque, par exemple, ou l'institution, elle est réglée par ce qu'on appelle un Delegation of Authority Matrix. Et dans cette matrice de délégation de pouvoir, dans le process, on écrit qui est responsable, qui est accountable dans chaque niveau. Donc, c'est dans la gestion des institutions et dans le management qu'on retrouve tout ça. Je suggère que, Inch'Allah, Ramadan, Inch'Allah, vers la fin de Ramadan, vous nous faites une conférence phase 2, comme ça on profite tous de ce savoir en management. Voilà, et on vous remercie. Merci à vous. Donc, on prend une dernière question, s'il vous plaît, avant de terminer, on clôture la réunion. Il y a des questions, sinon on va clôturer. Hein.
Donc, je pense que c'est bon, Monsieur Walid. Donc, Ok. nous vous remercions pour votre conférence et nous espérons vous voir donc, dans d'autres rendez-vous. Ça a été vraiment très bénéfique et très intéressant. Merci encore une fois et merci pour votre présence. Merci à vous. Je vous souhaite صحة شريبة. Enfin, Tahia Taïba, voilà. Je trouve plus le mot بالعربي. Je parlais tellement en français, je trouve plus les mots بالعربي. Ok. Merci Tahia beaucoup. Taïba. Tahia Taïba, tout le monde. Bon Merci. appétit tout le monde. Ciao. Merci à tous. Merci.